depuis les débuts. Mathieu Bastaro, je te remercie vraiment beaucoup d'être sur le podcast, c'est un honneur. Toi, tu es cette génération-là, forcément du triplé historique de Toulon, mais même ces années, déjà même 2010, tu vois? Quand tu as commencé un peu à éclore aux yeux du grand public et tu vois, moi, je suis né en 94, j'avais 15 ans à l'époque, j'ai vraiment grandi, tu vois, avec toi en te regardant, que ce soit en top 14 ou avec l'équipe de France, donc merci d'être là déjà, c'est un honneur. Bah, bonjour et merci de ton invitation. Dis-moi, j'aimerais bien aujourd'hui, si ça te va, discuter un peu de je pense qu'on va directement attaquer par ce rôle de team manager au RCT. D'habitude, je fais pas ça, mais j'aimerais bien vous comprendre exactement parce que j'ai l'impression que ce rôle de team manager, il est en fonction des clubs, ça dépend vraiment. On y met un peu tout, c'est un peu fourre-tout là-dedans, donc j'aimerais bien voir exactement ce à quoi ça correspond et puis après on retracera un peu ton parcours depuis Créteil jusque Toulon, Lyon, New York, toute la clique. On fera un petit peu, des passages dans le temps. À quoi ça correspond exactement ce rôle de team manager là? Alors en fait, moi, je m'occupe de toute la logistique autour de l'équipe première. OK, Alors la logistique, c'est l'organisation des déplacements, OK, l'élaboration du planning sportif, OK, sur la semaine, avec, le coach, le préparateur physique. Après je fais le lien avec tous les autres services du club, le OK. service communication, ça va aussi, le service commercial. En Donc fait, c'est donc toutes les demandes qu'il y a, ouais, et qui concernent, extérieur. voilà, qui est adressé aux sportifs, au côté sportif, ça passe par moi. Voilà. D'accord, donc imaginons un sponsor, il va faire une opération avec les joueurs, c'est pas on va pas embêter Pierre Mignoni avec ça, c'est toi qu'on va venir qui va réussir à Exactement, greffer là-dessus. c'est moi qui doit me en fait, caler le bon moment pour le faire, et voilà, répondre à leurs demandes, si c'est possible. Voilà. Ouais, donc ça en fait, ça vient décharger aussi, Pierre Mignoni de toute cette partie un peu, Ouais, voilà, on va dire que lui, il s'occupe de tout, lui, c'est avec les autres coachs, c'est la partie terrain et moi, je m'occupe plus de la partie, on va dire administrative, voilà, le lien avec les autres personnes les autres services du club, on va dire, les parties un peu plus bureau. ouais, complètement. Tu vois, il y a Joe Tekori qui a ce rôle un petit peu de il l'appelle pas exactement, coordinateur, de l'équipe professionnelle, mais il a ce rôle aussi un peu de liant, tu vois? Un peu au Ouais, sein du tout à groupe, fait. même du bien-être, je sais pas si on peut dire ça, mais il a ce rôle, je sais pas si ça, c'est aussi dans tes prérogatives ou? Et oui, bah, en fait, quand Pierre m'a proposé le poste, c'était d'abord ça. Voilà, garder un peu et avoir un peu un lien entre le staff, les joueurs, avoir quelqu'un qui a joué au rugby, qui connaît un peu le vestiaire, comment se passe un vestiaire, il avait besoin de ça et oui, après moi le rôle que j'ai aussi, c'est un peu comme Joe à Toulouse, c'est un peu aussi un peu de grand frère, j'essaie aussi de les aider, pas que, mais j'essaie de mettre un peu d'humain, en fait, là-dedans Ouais. parce que, tu as une quarantaine de joueurs à gérer. Pierre ne peut pas tout voir, ne peut pas tout, gérer tout le monde et voilà, moi, j'essaye d'être ses yeux, c'est-à-dire, voir quand il y a un joueur qui a peut-être un coup de moins bien, essayer de savoir pourquoi et peut-être avertir aussi le staff, voilà: «Faites attention, tel joueur, il est un peu en train de décrocher ou il a tel problème actuellement, c'est peut-être pour ça que» voilà, essayer de garder tout le monde dans le bateau et qu'on avance tous ensemble, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Toi, c'est ce qu'il disait, c'est Hugo Meloc qui disait ça que je pense que la force de Toulouse, c'est de réussir à garder concerné un groupe de 40-45, joueurs, Ouais, si tu comptes même les ouais, jeunes et finalement ceux qui jouent, bon, tu pas vraiment besoin de passer du temps avec eux parce qu'ils jouent, tout va bien. C'est plus ceux, qui jouent moins que prévu, c'est ceux-là, si tu arrives à les choper, à les entraîner là-dedans, qui amène en fait la dynamique de groupe. ouais, Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand tu joues, voilà, mais quand tu joues pas, moi je pense que maintenant, ceux qui jouent pas, c'est ceux, c'est les personnes les plus importantes parce que ça va être le moteur de l'équipe. Parce que bon, si tu,
s'ils ne jouent pas, mais qui apportent quand même une bonne qualité de travail, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent bien, heu, quand on leur demande généralement, ceux qui jouent pas, on leur demande de faire le rôle de l'adversaire toute la semaine, donc c'est pas facile. Mais si tu le fais avec enthousiasme, avec envie, tu fais bosser tes coéquipiers et au final, bah, c'est toi qui les rends meilleurs. Bien sûr. C'est toi qui les rends meilleurs et après, c'est vrai que, bah, c'est pas facile à accepter ce rôle-là parce que, bah, ça veut dire que le week-end, tu seras pas sur le terrain et quand tu fais du rugby à ce niveau-là, où tu aspires à être tous les week-ends sur le terrain, donc là, c'est un gros travail à faire sur soi et moi, je suis là aussi pour les aider, aussi leur faire comprendre qu'ils sont tout aussi importants que le joueur qui va mettre le maillot le samedi ou le dimanche. Ouais, bien sûr. Puis tu as un espèce de rôle neutre, tu vois? Parce qu'à la fin, c'est quand même Pierre Mignoni qui met le nom sur la feuille. Donc, lui, il a quand même un rôle où à un moment donné, il doit sélectionner, il doit faire des choix, donc, forcément et en même temps, toi, tu es entre les 2. Je pense que tu es quand même connu pour pas vraiment, faire semblant ou faire des trucs ou utiliser ce qu'ils te disent pour aller ensuite chuchoter à l'oreille de Pierre. Donc je pense qu'il y a un lien de Ouais, confiance aussi non, qui se crée. non, enfin, après c'est une relation de confiance. Après, voilà, moi, la plupart des mecs, qu'il y a actuellement dans le vestiaire, c'est des mecs avec qui j'ai joué. Mmh. Heu, donc forcément, j'avais une relation, qui était, on va dire, pour certains fraternelle, et de coéquipier. Ouais. C'est vrai que quand on passe dans le staff, généralement, on aime toujours avoir une petite année, sabbatique histoire de laisser, un peu digérer, mais moi j'ai enchaîné directement. C'est-à-dire qu'au mois de mai, j'étais, dans le vestiaire avec eux et au mois de juillet, plus du tout. Ouais, Mais ça, il faut savoir, mettre, mettre une certaine barrière sans trop, ouais. dire: «Bon les gars, et ne pas oublier quand même qu'il y a quelque temps j'étais avec eux», donc la 1re année, c'est toujours un peu les premiers mois, premières semaines, c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas trop où Tu se cherches ta situer. place, ouais, bien sûr. Cherche ouais, tu cherches ta place et après, après j'ai la chance aussi, voilà, qu'il y ait au club des garçons intelligents qui comprennent que bon, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour bosser et que quand on est au club, bah, je suis leur team manager, donc heu, je entre guillemets, «j'ai autorité», sur eux. Après, il faut, comment te dire? Il faut rester, À la juste place, oui. voilà, il faut rester à sa place tout simplement. Moi, c'est ce que j'essaye de faire et ce que j'essaie aussi de faire un peu, respecter au club. C'est-à-dire qu'on même je pense que c'est pas que au club, c'est un peu je pense que c'est sociétal. C'est-à-dire que les Mmh. gens ne veulent pas forcément rester à leur place. Tout le monde veut se mêler de tout et surtout dans un club de rugby, du tempérament, qui est l'historique qu'il peut y avoir à Toulon. C'est bien que chacun reste à sa place. Moi, je suis pas entraîneur, je suis coordinateur sportif, c'est-à-dire que je m'occupe pas des compositions d'équipe. Je vais pas aller voir les entraîneurs à dire: «Oh, vous devriez mettre lui ou pas mettre lui, lui il est pas bon, lui ici». C'est pas mon rôle ça. Voilà, c'est pas mon rôle et c'est ce que je dis aux joueurs: «Toi, tu es joueur, moi je fais partie du staff». En dehors, il y a pas de souci. Une fois que je pars du campus, j'enlève la casquette et il y a pas de souci. On peut, si tu veux, manger ensemble, aller boire un verre ensemble. Par contre, une fois qu'on est au boulot, voilà, on a un rapport, professionnel. Complètement. On va faire un énorme, pas en arrière. C'est Rabat qui nous a mis en contact, Rabat Slimani. Lui, il est né à Sarcelles, il a commencé le rugby à Sarcelles. Toi, je crois que tu viens pas de Sarcelles, hein, tu viens de Créteil, non? Créteil, ouais, je suis né à Créteil et j'ai commencé le rugby à Créteil, ouais. J'ai OK, grandi dans le 91, à OK. Quincy-sous-Sénart, parce que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Donc du coup, mon père habitait à Créteil et ma mère à Clacy-sous-Sénart et j'habitais avec ma mère et donc j'ai commencé le rugby à Créteil, j'avais 5 ans et demi
et j'ai fait 10 ans là-bas, Ah, tu 10 passé ans. en fait, tu passé direct de Créteil à Massy, en fait? Ouais, Ah OK. ouais, ouais, Parce j'ai fait Créteil et Massy, ouais. parce que Massy est venu te chercher en sélection, un peu Oui, régionale comme ça? oui, en fait, ouais, j'avais fait les, en fait, Massy, tous les ans, ils venaient, me demander, depuis, Toussaint, me demandait de venir et moi, j'étais bien à Créteil, je m'étais fait une bande de potes, et je me régalais. En plus, on avait une belle génération. On rivalisait, un peu. On arrivait des fois un peu à matcher contre Massy, le PUC et le Stade Français. C'était Mmh. les grosses écuries de l'époque et puis j'étais bien et puis au final, quand, bah, il a fallu faire un choix, je rentrais en sport-études et il fallait que je joue dans la plus haute division, cadette à l'époque et Créteil, on n'était pas en à la mercerie Ouais, c'est ça, à la et donc mercerie. là, il fallait que je fasse un choix et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller à Massy, ouais. C'est là où tu t'es dit, «OK, là, je sens que je suis pas mauvais au rugby quand même, je vais essayer d'aller, chercher le plus haut niveau plutôt que de rester jouer avec les copains»? Oui, 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 c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'ai pris la décision et de me dire que je voulais être professionnel, hem, parce que je me suis rendu compte que ça devenait sérieux. Ouais. Tu rentres en sport-études, tu as les premiers stages, f équipe de France, top 100, tout ça, les premières sélections, en fait. On commence à voir les premières sélections, les premiers repérages et c'est là que je me suis dit que, bah, en fait, si je rentre en sport-études, avec l'investissement, que ça peut, alors l'investissement, humain que c'est, mais surtout, à l'époque, bah, la vérité, c'est que c'était cher. Mmh. C'est, l'investissement financier que ça pouvait coûter à mes parents, je me suis dit: «Bah, il est hors des questions que je leur fasse gaspiller de Mmh. l'argent, quoi». Donc si j'y vais, c'est que je suis sûr de moi et c'est ce que je voulais faire et ça a été, forcément une source pour moi de motivation. Ah ouais, tu vois, c'est marrant, des fois, on n'a pas ce recul-là à 15 piges quand même de se dire, «C'est chaud pour mes parents, Ouais, faut pas que je ouais, fasse du commerce». je m'en rendu compte, moi, je me suis rendu compte que c'était quand même un sacrifice, pour eux. Sacrifice, ouais, pour eux qui faisaient pour moi et que, voilà, je me devais bah, déjà dans un premier temps les rendre fiers et surtout je m'étais promis de leur rendre, en réussissant. Chose faite, plutôt, avec Mmh. du recul. Massy à l'époque, bon, c'est le grand Massy, maintenant il galère un peu, mais ça a sorti un nombre de joueurs, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines. Massy, ça a vraiment été le fief de la formation, parisienne et après ça se rebasculait sur le Stade Français, le Racing. J'ai fait un épisode d'ailleurs avec Benjamin Prière qui a fait 200 matchs avec Massy et qui connaît très bien tous ces rouages, épisode hyper intéressant. Ce qui est dingue, c'est que tu signes du coup au Stade Français, en 2007 d'après ce que j'ai vu, Ouais, pour aller ouais, chercher le ouais. top 14, mais tu avais déjà été appelé en équipe de France par Bernard Laporte, c'est ça? Ouais, oui, oui, en fait, c'était En l'année de en la coupe jouant à du monde. Massy en fait d'une? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. En fait, hem, bah, en fait, j'ai fait un an, en sport-études à la Canale Ouais, et après je suis surclassé pour aller à Marcoussis. OK. Marcoussis, c'est, à l'époque, c'était un peu comme le Clairefontaine, du rugby. Il p Il y a il les prenait meilleurs il moins de Pour ceux qui connaissent pas, il prenait les meilleurs joueurs qui restaient voilà. 1 an à Marcoussis 100 s'ils étaient, là-bas à 100. Donc du coup, moi surclassé, donc j'ai fait 2 ans et en fait, on faisait des entraînements en commun, en fait, avec l'équipe de France, sur les périodes du tournoi de destination sur les périodes de tournée, d'automne. Donc je savais que j'avais compris qu'ils avaient un œil sur moi et en fait, mais sans plus, parce que j'étais, moins de 19 ans, je savais que, je faisais partie comme les autres, hein, des espoirs qu'on attendait et en fait, l'année de cette coupe du monde-là, la politique de Bernard, c'était de laisser, les joueurs, maintenant on les appelle les premiums, mais ceux dont il savait qu'il allait, enfin, Mmh. il allait faire partie du groupe pour la coupe du monde, de les laisser au repos
OK. et prendre une équipe bis, pour cette tournée-là, pour éviter de blesser, certains joueurs. Et donc, il y avait eu, voilà, il y a eu, un gros chamboulement. Et donc j'avais été convoqué pour cette tournée. Et en fait, malheureusement, la veille, je me blesse, en match de barrage, Fédéral 1. Donc je me blesse au genou. Et en fait, on pensait que ça aurait pu le faire, mais non, je m'étais bien esquinté. Et je joue le dimanche, je me blesse. Et le lundi, il annonce l'équipe. Et en fait, j'étais dans le groupe, mais malheureusement, j'ai pas pu honorer ma première convocation en équipe de France, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un premier signe qui te disait: «OK, je suis pas très Ouais, loin, quoi». c'était ouais, j'étais pas très loin. Et même après, c'est toujours, bah, c'était flatteur de pouvoir se dire que, bon, même si, heu, il faisait beaucoup tourner, ben, d'être appelé, c'est toujours c'est toujours une fierté, ouais. Ouais, complètement. Et c'est là finalement que ça décolle pour toi parce que tu passes de Massy au Stade Français, Ouais. tu joues en top 14 directement la première année. Je crois c'est la première année où tu es tout de suite après par Marc Livremont qui vient de prendre la suite justement de Bernard Laporte pour Bah, en le fait, 6 nations, c'est ça, non? la première année au Stade Français, ouais, j'ai la chance de beaucoup jouer pour un rookie, comme on dit. Mmh. Ouais, 18 Heu, ans, hein? ouais, j'ai beaucoup joué. Fabien Galtier, qui était, le coach pour ma première année au Stade Français, m'a de suite fait confiance. Et pour moi, c'était un rêve éveillé parce que, à l'époque, j'étais en concurrence avec, que des joueurs internationaux. Donc forcément, tous les entraînements, c'était c'était mode survie, quoi. C'était mode survie parce que, je voulais absolument prouver que j'avais ma place, ici. Et c'est vrai que ça m'a fait grandir. Il y avait, des joueurs, c'était juste exceptionnel parce que 1 an ou 2 ans avant, à l'internat, je les avais en poster dans ma chambre. Et là, de pouvoir dire que je m'entraîne avec, Christophe Dominici, Juan Hernandez, tu vois? Ces grands joueurs-là, ou même Sergio Parisse, c'était juste ouf, quoi. Je me Ouais, bien sûr. souviens que j'allais les voir, jouer au Stade de France ou au Parc des Princes quand il y avait les gros matchs, les gros classiques contre Toulouse. Et de là, de me dire, que maintenant je suis avec eux, ça allait très, 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 très vite, ouais. Ça allait Ouais, c'est super. clair. Surtout que c'est la fin des très, très belles années du Stade Français Ouais, là. ouais, c'était une belle année. On remplissait le Stade de France. Il y avait un super groupe. Ouais, je me suis, j'ai fait 4 ans là-bas. Je me suis régalé. Et ouais, l'année suivante, j'honore ma première sélection avec l'équipe de France. Donc Ouais, tu fais même 3 matchs sur le 1er 6 nations. ouais, Hem, ouais, je remplace, en fait, je remplace, Max Mermoz, non, qui s'était blessé, c'est ça? ça. Je le remplace. Et après je fais le tournoi, Non. en Je moderne. je pense que les gens se rendent pas compte, qui nous écoutent maintenant, à quel point quand tu es arrivé, tu as tout bousculé et dans le sens où vraiment ça a été, je crois, une révolution à ton poste. On n'avait jamais vu ça. Allez, qui y avait dans ah, peut-être Mahanounou, ouais, peut-être justement un peu dans ce style, un peu on n'avait jamais Ouais, vu un mec aussi puissant, gagner des mètres à l'impact, consommer tellement de défenseurs. Mais moi, je me rappelle surtout que tu grattais un nombre de ballons assez impressionnant, ce qui se faisait pas en fait sur les lignes arrières. Ça paraît tout à fait normal maintenant, mais ça a été quand même une révolution. Tu as apporté vraiment ton style et je trouve ça dingue, moi, à 18 piges, 19 piges, d'arriver, de jouer décomplexé, d'imposer un style qui n'existe pas vraiment. Enfin, je sais pas c'est quoi ton ressenti? ouais, sur le moment, en fait, moi, avec le recul maintenant, oui, mais sur le moment, moi, je voulais juste jouer, faire ce que je savais faire. Voilà. C'est vrai que quand je suis arrivé, il y a eu une période où, je forcément, je voulais, faire un peu comme, les mecs qui étaient à côté de moi. Mais je me suis rendu compte que c'était pas moi. Ouais, Et que, si justement, si j'en étais arrivé là, c'est parce que j'étais moi-même, quoi. C'est vrai ouais. que je m'inventais pas,
un rôle ou faire des choses que je savais pas faire. À l'époque, je savais pas faire les triples sautés, les coups de pied de 50 mètres. Voilà, j'ai vite vu que c'était pas moi, que et que voilà, donc il fallait, j'ai essayé, voilà, de me concentrer sur ce que je savais faire. Alors ça a pas été facile parce que forcément, bah, je sortais un peu du cadre et du moule, qu'on pouvait avoir en France, donc c'était pas facile parce que, bah, comme d'hab, quand on n'a pas l'habitude de voir quelque chose, et ben, quelqu'un, la 1re réaction, c'est entre guillemets Mais qu'est-ce le qu'il fait? et ouais, ouais, tu sais: «Mais qu'est-ce pourquoi?» et tout, donc au début, c'était pas facile, mais après, en grandissant avec le temps et aussi moi, en forgeant aussi mon caractère, ma propre personnalité, on va dire, je me suis, imposé. Ouais, complètement et tu vois, moi, je pense que c'est un énorme pour les jeunes joueurs là qui nous écoutent, je pense que c'est un énorme apprentissage ça que tu me dis parce que tu regardes tous les mecs qui vraiment percent au plus haut niveau qui tu vois, un Damien Penaud, il fait des fois des trucs qui sont complètement hors cadre. Tu te dis: «Mais pourquoi il fait ça?» Puis en fait, c'est comme ça, c'est son style, c'est son ADN, c'est comme ça qu'il joue. Même un Antoine Dupont, maintenant que tout le monde a décortiqué, mais un neuf qui porte chaque balle proche des rucks, quand même, s'il Mmh. était pas si fort, tu dirais: «Attends, Coco, arrête un peu là, tu fais comme Aaron Smith, tu évacues». Tu as quand même un Ouais. mode où tu dois jouer ton jeu, tu vois? Même si des fois ça sort du cadre et je pense qu'il y a pas tous les entraîneurs qui comprennent ça, qu'il faut laisser un peu la place à Ouais, n'importe qui. ouais, il y a ouais, c'est vrai que il y a pas ce il y a, au niveau de mes coachs, ben, majeure partie des cas, ça s'est bien passé, ils m'ont ils m'ont beaucoup tous aidé, quoi. Ils ont vu que, bah, j'étais quelqu'un de singulier et ils ont essayé justement de pas me faire rentrer dans ce moule, dans ce cadre. Quand je parle de ce moule, ce cadre, c'est plus la presse. Mmh. C'est plus la presse, c'est parce que moi, j'étais pas un joueur entre guillemets «estampillé, French flair» comme on aime dire et du coup, ouais, j'avais la sensation des fois de déranger, quoi. De Bien sûr. déranger et quand tu déranges, bah, voilà, des fois c'était, je, moi j'ai jamais eu aucun problème avec la critique, tu peux être critiqué, il y a pas de problème, mais j'avais l'impression des fois que c'était un peu gratuit. Et que ouais, je dérangeais, quoi. Je Bien sûr. dérangeais parce que dans dans la vision de certains et ben, je faisais tâche. Oui, c'est sûr que tu passais d'un Aurélien Rougerie à un Mathieu Bastareaud, ça faisait trop drôle le contraste, mais en fait, Ouais, ouais, voilà, en plus, ouais, ouais, c'est, et on va le dire, mais aussi un un petit mec de voilà, banlieue, on va le dire un avec mec la de gueule aussi. banlieue, heu tatoué de la tête aux pieds, qui a pas forcément les codes, qui connaît pas les chansons paillardes, ça dérange, ouais. Complètement, Ouais. complètement. C'est un tu vois, ça c'est pareil, tu vois, a après coup, là, c'est facile, mais tu as toujours un truc, moi je le répète tout le temps, je trouve que la critique, il y a pas de souci. Tu dois être critiqué parce qu'en même temps, tu es un sport, tu vois, public, maintenant professionnel avec plein de gens qui suivent, ils ont le droit d'avoir un avis. Faut juste qu'il y ait 2 choses, genre que ce soit vraiment fondé, que tu puisses, dire: «Tu as pas été bon parce que tu as raté 3 plaquages et que, voilà, tu as perdu 12 mètres» et que tu puisses le dire en face au mec que tu critiques, tu vois? Si jamais tu es en face de lui, tu puisses lui dire droit dans les yeux et je trouve qu'en général, si tu respectes ces 2 points, ah ça va, tu vois? Tu es modéré, tu es voilà, tu sais que c'est construit, mais souvent, en plus avec les réseaux sociaux, on va pas revenir là-dessus, mais ça monte, c'est n'importe Oui, quoi là. Tu vois? maintenant Là, je vois les réactions du public français sur, Henry Pollock. Je me te dis: «Mais putain, j'ai, mais c'est un truc de dingue!» j'ai suivi ça là, j'ai vu un peu ce matin là, sur les réseaux sociaux, qui chargent vraiment là, c'est, c'est triste parce que, c'est là où c'est paradoxal et que je comprendrai jamais les gens. On est là à dire qu'on veut des joueurs, singuliers, on veut des Mmh, personnalités avec un caractère, on en a marre, de ces joueurs formatés, qui disent tout le temps la même chose, qui font semblant et là on a un joueur, un vrai talent, brut, avec, une propre personnalité à 20 ans
qui dit les choses. Alors, on peut, après c'est là aussi, hein, ça dépend. Un joueur qui va être sûr de soi, on va dire, c'est bien, il a confiance en lui, et d'autres, il va être jugé comme arrogant. En fait, ça dépend de d'où tu te places et de ta sensibilité. C'est, c'est comme, moi à l'époque, bah, moi j'aimais pas être remplaçant. J'aimais pas être remplaçant parce que moi je voulais absolument être titulaire et je m'entraînais pour être titulaire. Bah, moi, des fois on me disait que j'étais un mauvais coéquipier. Par contre, si un autre et lui, il aimait pas être remplaçant, on disait que c'était un compétiteur. Ouais, Tu complètement. vois? C'est c'est moi ce qui me dérange, actuellement dans le rugby ou même dans le sport de haut niveau, c'est double discours, selon, à la t c'est souvent à la tête du client, quoi. Oui, complètement. C'est à la tête du client, c'est même pas C'est à souvent, la tête c'est du à la tête du client. client, et puis voilà, il déjà il a tué personne, il a rien Mais c'est fait, ça et le gamin, il a 20 piges. il a 20 Il a piges, 20 piges, le gamin il et apprend, il t'a fait une célébration qu'il voit tous les week-ends en NBA, oui, avec Steph Curry, truc machin et on le traite, mais les insultes, les trucs, les machins: ouais, «Tiens, va bien niquer ton truc, voilà, sale British de merde, ouais, ça t'apprendra». Tu es là, tu fais: «Mais attends, mais vous êtes sérieux les mecs?» Le mec, il a 20 piges, il a 1 an de carrière, il est champion du monde du vin, il a gagné la première chip avec Northampton, il est en finale, il a les meilleurs stats de turnover et de plaquages réussis. Il a juste fait un signe comme ça et un petit chambrage et ça y est, le mec, c'est l'ennemi public ouais, numéro un, quoi. ouais, Tu es là, tu fais: «Mais vous êtes sérieux les mecs ou quoi?» ouais, ouais, mais c'est clair, c'est C'est, clair. enfin bref, ça va faire écho un peu, je pense, à ce qui va venir. On a fait ce 1er Six Nations avec Mathieu Lévremont. J'ai hésité à en parler, tu vois, cette tournée, d'été en Nouvelle-Zélande, parce que moi, je m'en fous des affaires un peu, tu vois, ce podcast, on parle rugby, tu vois? On parle parcours et rugby et on en tire des leçons. Mais je pense que c'est très structurant, je pense, pour tout le reste de ta carrière et tout, donc j'ai quand même décidé de l'évoquer. Et puis vu que tu l'as un peu évoqué toi-même dans ton livre, dans les choses comme ça, je me permets d'en parler. On va le faire en mode rapide, je pense que les gens y connaissent. Tournée d'été 2009, tu fais une connerie tu me corriges, hein, si tu rentres un peu bourré d'une soirée, tu tombes sur le meuble de la table basse, boum, voilà, tu finis la gueule en sang. Un petit bobard d'un gamin, on en parlait juste avant, d'un gamin de 19 piges. Ça prend des tournures un peu internationales, bah, voilà, 1er ministre, machin chouette. Ça part en couille. Hem, Ce qui m'intéresse là-dessus, c'est pas le fait en soi, c'est ce qui s'est passé après. Comment tu le vis? Comment tu le digères? C'est genre là, on parle de Henry Pollock, c'est un Henry Pollock fois 10 000 qui t'arrive en pleine tête? Bah, ça a été très difficile, hein. Ça a été très difficile, ça a été, bah, forcément, beaucoup de haine. J'ai ressenti beaucoup de haine et il y a eu, ouais, je pense aussi beaucoup d'acharnement à la limite, comme j'ai toujours dit, qu'on s'attaque à moi, ça m'aurait pas dérangé parce que c'est moi qui fais la connerie, je l'assume et pas de souci. Mais après, ça a débordé un peu, on est quand même allé, chez mes parents, sonner chez mes parents, enfin, j'avais l'impression que c'était devenu, un peu une chasse à l'homme parce qu'en fait, après ça, j'ai fait une dépression, j'ai été en maison de repos, et donc tout le monde me «cherchait» entre guillemets et donc ouais, des journalistes sont allés chez mes parents, sonner chez mes parents et en fait, ils ont essayé de faire de moi de f voilà, de faire de moi un personnage, d'une histoire, d'une petite racaille banlieusarde, heu, où, bah, forcément, il vient pas de notre monde, donc c'était sûr que ça pouvait pas durer, que le conte de fées ne pouvait pas durer, donc c'est ça qui a été un peu dur parce que en fait, tu te rends compte, moi, je me suis senti, bah, trahi et exclu, quoi. L'air de dire, «Bon, bah, en fait, non,
on t'a jamais accepté, tu tu jamais fait partie de notre monde, de notre milieu. Ouais. En gros, on t'a toléré, quoi. Tu avais un Et paquet de heu tu un et paquet ouais, à de partir, préjugés qui étaient collés à toi ouais, ouais, et il y a beaucoup de préjugés. En fait, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit: «Bon, bah, écoute, bah, c'est fini». En fait, c'est là où tu te rends compte, voilà, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que j'étais dans le monde professionnel du sport et que c'est pas le monde des bisounours, quoi. Il y a beaucoup de faux semblants, et voilà, c'est pas cliché de le dire ou pas, mais c'est là où tu te rends compte qui sont tes vrais amis ou pas, quoi. Parce que quand tu, je de ma première saison à ça, c'était une pente ascendante. Donc forcément, tout tu tout as ce que beaucoup je d'amis. faisais, je réussissais. Je jouais en top 14 à 18 ans, je suis en équipe de France à 19 ou 20 ans. Tu commences à être un peu connu, voilà, tu à Paris en plus, tu joues dans un grand club avec des grands joueurs, donc forcément tous les voyants étaient ouverts. Et en fait, ouais, quand tu prends le retour de bâton et la violence dont ça a été, ça a été à évacuer. J'ai mis du temps, j'ai mis énormément de temps à évacuer tout ça. Combien de temps? Heu, honnêtement, je suis même pas sûr que je sois guéri vraiment, maintenant. Parce que ça a généré des choses chez moi que je traîne encore, quoi. C'est-à-dire je, j'accorde plus ma confiance, comme ça. Pendant longtemps, j'avais cette espèce de paranoïa, autour de moi. J'avais toujours l'impression que, on m'observait ou j'étais jugé négativement. Donc ou quand on me faisait un compliment et ben, j'attendais le «oui, mais», heu heu donc ouais, en fait, je pouvais pas, j'étais pas épanoui parce que j'étais toujours sur la défensive. C'est clair, c'est intéressant. Et Comment donc du com coup, forcément, moi, mon rapport, par exemple, avec les médias, ça a changé du tout au tout. Parce que quand tu es jeune, tu es là, tu tends un micro, tu parles, tu es c'est après, avec le temps, j'ai appris que porte plus quand elle se fait rare. complètement. Donc je décide maintenant de quand je veux, ou non, parler, sur quoi je veux parler. Voilà, je fais beaucoup de tri. Je suis pas là pour être ami, avec, tel journal ou tel journaliste, parce que, j'ai, pour certains, il y a les petits arrangements, comme on dit. Voilà, tu m'accordes une interview et je te fais briller, au prochain papier sur toi, ça j'en connais plein, mais moi j'ai pas jamais voulu fonctionner comme ça. J'ai toujours voulu être jugé, sur ce que je faisais sur le terrain, et voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Est-ce que ça c'était j'ai lu une interview de toi en faisant mes recherches, que même avant cet événement, tu dormais assez mal, tu avais un peu des crises Ouais, en fait, d'angoisse, tu étais angoissé de base, quand ouais, je suis un anxieux, un angoissé. En fait, je pense que ça a commencé, voilà, parce que bon, après forcément, j'ai fait un travail sur moi, essayer de voir d'où venait, cette anxiété, ça remonte, en fait, quand je suis arrivé en sport-études. C'était la première fois que je quittais le cocon familial, j'avais 15 ans, je sortais totalement de mon cadre de vie, je dormais à l'internat avec des gens que je ne connaissais pas. Et forcément, la pression, moi, que je m'étais rajoutée en me disant: «Voilà, mes parents, ils ont payé cher, il faut pas que je les déçois». Donc moi, je m'étais mis une pression, démesurée. Donc
Bah, ça a commencé comme ça, enfin, j'ai eu des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, beaucoup de ouais, d'anxiété, d'angoisse mais à l'époque, pour moi, c'était, on va dire, la puberté, quoi. C'était mon adolescence et en fait, en réfléchissant bien, c'est des, c'est je pense, c'est des traumatismes qui m'ont, voilà, il y a des choses que, par exemple, les tests, tout ce qui était tests, les tests physiques, tout ce qui est tout ces choses-là, moi, j'ai jamais été bon, moi, à ces tests-là et pareil, je me mettais une très grosse pression donc la veille au soir, j'en dormais pas. J'en dormais pas parce que, bah, justement, cette peur d'échouer, donc je me mettais une pression et au final, quand tu fais le test, tu te dis: «Bon, en fait, ça valait pas le coup de se mettre tant de pression». Mais sur le moment, oui, crise d'angoisse, pas bien, enfin, c'était compliqué, ouais. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes et tu vois, là, ça fait écho à tu vois? Réfléchissez avant de mettre, votre commentaire sur Henry Pollock en disant, «Espèce de grosse merde» et cetera parce que Mmh. en fait, ça peut vraiment abîmer de l'autre côté. Ça peut vraiment abîmer. Oui, oui, ça peut abîmer et surtout maintenant les réseaux sociaux, tu peux pas les louper, là Voilà. et même si tu décides de pas regarder ou quoi que ce soit, ça vient à toi parce que les gens t'envoient des messages et donc tu es obligé quoi de tomber dessus malheureusement et c'est pour ça que voilà, moi je sais que très tôt je me suis mis je me suis fait une carapace et les gens, de l'extérieur, ils comprennent pas ça. Donc souvent, bah, parce que, tu te mets une carapace donc bah, tu es pas un grand bavard ou quoi que ce Mmh. soit, ils peuvent prendre ça pour de l'arrogance ou autre et en fait, j'avais l'impression qu'à un moment, je devais toujours me justifier, que j'étais pas un sale type et le jour où, je me suis dit: «Mais en fait, je vais arrêter de vouloir me justifier et je vais être moi-même» et après les gens se feront, leur avis, bah, s'ils viennent me parler. Le jour où j'ai décidé de fonctionner comme ça m'a j'ai senti déjà que ça m'avait libéré. C'est-à-dire Ouais. que j'étais plus prisonnier du regard des autres J'ai des autres personnes, voilà. je lis un livre en ce moment, putain, c'est un auteur japonais, je sais plus le nom. Ça s'appelle, en anglais, The Courage to be Disliked. C'est genre le courage de ne pas être aimé et je trouve ça Mmh. hyper puissant comme, comme truc. OK, je suis comme je suis, si tu m'aimes bien, tant mieux et si Ouais, tu m'aimes pas, bah, tant pis, quoi. ouais, 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 non, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a en fait, à partir du moment où je me suis dit, je me suis accepté comme j'étais, comme je suis et que, bah, un commentaire, sur, mon jeu ou sur mon physique ou sur autre, bah, que je m'en fichais, que ça changeait rien que justement ma famille et mes amis proches, savaient qui j'étais, ça devrait pas me toucher et à partir de ce moment-là, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, même dans mon rapport avec les autres, dans le sens où, bah, j'étais moins sur la défensive, j'étais moins, on va dire, à me sentir agressé, donc moins agressif et j'ai pris beaucoup plus de recul et c'était beaucoup plus facile, dans mes relations avec les gens. Ouais, complètement. Merci en tout cas Mathieu d'être aussi, ouvert là-dessus. Juste dernière question autour de ça, après on repasse au rugby. Pour gérer cette anxiété, là je parle pas de l'événement qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, juste pour gérer l'anxiété même dans les matchs importants et cetera. J'ai vu que tu avais beaucoup bossé avec une psychologue du sport à l'INSEP, Myriam Salmi. Ouais. Est-ce que tu as des exemples concrets de ce que tu faisais pour, gérer cette anxiété? Genre juste avant un match ou la veille ou quand tu avais vraiment des crises d'anxiété, comment tu gères un peu ces Ah, bah, moi, c'était souvent au moment du coucher. Au moment du coucher, en fait, tu te retrouves seul avec tes pensées. mmh, Bah, en fait, c'est toujours ça commence toujours pareil. Bon, demain, il y a un match. Ouais, non, tu vas pas être à la hauteur, tu vas pas être assez bon, tu vas louper ça, tu vas ci et en fait, ça te met dans un état où, tu es en panique, quoi. mmh, Donc ce que je faisais, c'est que, elle m'avait donné des tips pour, de respiration.
et de pensées positives Mmh. pour me sortir un peu de ça. Et après moi, au fur et à mesure avec le temps, bah, j'ai commencé à mettre de la musique, voilà, des techniques aussi de respiration, voilà, de me détendre ou me dire, bah, que le match, il repose pas que sur toi, que tu auras 22 copains aussi sur le terrain et que, bah, justement, si tu es là, c'est qu'ils ont confiance en toi et puis voilà et tu pourras compter sur eux, si tu as un coup de moins bien c'était ça, sur lequel je bossais et surtout, pour après les discussions que j'avais avec elle, c'était, surtout aussi de me, de me faire sentir, à ma place. C'est-à-dire de me faire sentir à ma place, c'est de me dire, heu, bah, qu'en fait si je suis là, si j'en suis arrivé là, c'est que je le mérite Mmh. et je l'ai volé à personne. J'avais un peu, c'est, Je suis pas une fraude, comme ils essayent tous de me le faire croire. voilà, quoi, Pierre Dantin, Pierre Dantin que j'ai rencontré après lors de mon passage à Lyon, qui est le coach des coachs, qui s'occupe qui a travaillé avec Onesta, Vincent Collet, Mmh. qui disait, que j'avais le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que malgré, tout ce que j'ai, faire, réaliser, gagner, j'avais toujours l'impression de pas mériter ce qui m'arrivait et c'est vrai que quand tu m'as dit ça, ça m'a fait cogiter et après ouais, c'est vrai que ça m'a sur le coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il me dit?» Et en fait, en réfléchissant, il a visé juste, quoi. Ouais, complètement. N'empêche que de cette période, tu arrives à en sortir, tu en sors grandi, tu es même, de retour pour le 6 Nations en 2010, l'année d'après et ça se passe très bien parce que vous faites un grand chelem. Mmh. Donc ça y est, en fait, ça, je trouve, c'est un peu le tournoi où c'est derrière toi, tu vois? Ça y est, tu es de retour, c'est bon, c'est passé, on n'en parle plus. Oui et non. Oui et non, parce que quand je me retourne, là-dessus, oui et non, dans le sens où, oui, parce que, rugbystiquement j'avais la rage, donc toute cette rage, je m'en suis servi Mmh, comme moteur. Mais, mais non, parce que justement, hem, oui, c'est un formidable, carburant. c'était pas Mais, ça. c'était pas ça, quoi. Mmh. C'était pas ça. J'étais pas en paix avec moi-même. J'étais pas du tout en paix avec moi-même et au final, je l'ai payé, on va dire un an après, en 2011, où, bah, en fait, le rugby, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre parce que en fait, je prends plus de plaisir à le faire. En 2010, je reviens parce que justement, je voulais absolument prouver qu'il s'était trompé sur moi. Et que, tout simplement, voilà, leur faire fermer leur gueule, quoi. Bien sûr. Donc je reviens alors que personne pensait que j'allais revenir et on gagne le 6 Nations donc pour moi, c'était, bah, voilà, je l'ai fait, maintenant, un peu comme si je m'étais senti un peu arrivé, quoi. Personne ne me voyait revenir, je suis revenu, bah, maintenant, voilà, ça vous fait chier, mais c'est comme ça et après l'année en club, elle se passe pas super bien. En club, c'est compliqué, en championnat, on est mal classé, heu, Et la coupe du monde, oui, c'est ça, c'est 2011, donc c'est la coupe du monde, tu es pas retenu? voilà, je suis pas retenu par la coupe du monde, c'était un peu tendu aussi c'était tendu avec, le sélectionneur, de l'époque, Marc. Mmh. C'était tendu avec Marc, c'était tendu, au Stade Français où, bah, en fait, je pense que, j'agaçais mes coéquipiers plus anciens. Parce
Non pas parce que je pense, enfin si, je pouvais être agaçant, mais parce que, je pense qu'il voyait le gâchis que j'étais en train de devenir et en fait, moi, je voulais pas les entendre et eux n'arrivaient pas forcément à communiquer avec moi, donc c'était un peu compliqué et en fait, c'est là où je décide, enfin, où je prends je pense la meilleure décision de ma carrière, c'est de me dire: «Bah, Faut que je me c'est barre. simple, hein, c'est soit tu restes à Paris et ta carrière, ça va être compliqué, ou soit tu décides d'aller ailleurs». Parce qu'il fallait que je pense que il fallait que je parte de Paris, il fallait que je coupe le cordon parisien, j'étais chez moi, je connaissais tout le monde. Il fallait que j'aille me mettre en danger et donc quand Toulon est venu toquer à la porte, j'ai dit: «Bon, allez, je pense que c'est le moment» et C'est le destin, ouais. ouais, voilà, c'est le moment et donc du coup, voilà, donc j'arrive à C'est Mourad qui t'appelle en direct? ouais, en fait, Mourad était venu me voir à un café parce qu'en fait, j'avais un très bon ami à moi qui était de Toulon. Donc souvent on descendait, chez ses parents et à Toulon et j'adorais Toulon, en fait. Je tombais amoureux un peu de la région, du département, enfin de la ville, de l'endroit et j'avais dit que si un jour je devais quitter le Stade Français, bah, pourquoi pas Toulon? Et donc Mourad avait entendu ça. Il avait entendu ça, ça lui avait été rapporté et un jour, on est au restaurant et en fait Mourad était pas loin et bon, on se salue de loin mais bon, voilà et en fait, à un moment, il est venu me voir et il a attendu que je sois seul. Il m'a dit: «Voilà Mathieu, je voulais te poser une question. J'ai cru entendre que tu avais dit que tu souhaiterais, un jour jouer à Toulon». Donc je lui dis: «Bah, en fait, oui, je me vois pas enfin, si je dois partir du Stade Français, ce serait à Toulon. Je sais pas, c'est ce que je ressens». Donc du coup, il me dit: «Ah d'accord, bon, on va voir ce qu'on peut OK. faire». Et la saison se fait, et donc on rentre en contact et c'est comme ça que je pars à Toulon, Énorme, l'été 2011. énorme. Maintenant, tu vois, Toulon, ça paraît, c'est un passé glorieux et maintenant c'est de nouveau au top. Mais il faut bien se dire qu'en 2011, il y a pas encore le triplé Coupe d'Europe, et c'est pas ça encore, hein. Toulon, c'est Non, encore dans beaucoup l'esprit des gens, c'est un club de mercenaires, ouais, que Mourad a repris en Pro D2. Moi je me c'était quoi? C'était, putain, tu avais Tana Umaga, après tu avais Georges Gregan, Matfield, Mertens en Pro D2 là. C heu, C'était incroyable, mais ouais, du coup, ouais, ouais, je il pense venait que juste de monter, quoi. ouais, 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 je pense que c'était, en ce qui concerne moi, je pense que c'était le rêve de gosse, d'un jeune Toulonnais qui aime sa ville et qui Mmh. aimait le RCT et qui voulait, en faire quelque chose de grand et et ouais, 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 il a mis les moyens pour. Et c'est vrai qu'en 2011, ça a été le début parce qu'il y a eu un énorme recrutement. J'arrive, 2 ans avant, il y avait Wilkinson qui était arrivé. Moi, je signe la même année que Bakis Bota, Matt Guito, Alexis Palisson, Sébastien Thiusborg. Je crois qu'on a une quinzaine de joueurs, et d'internationaux Ouais, à arriver à Toulon. les frères Hermitage, Ouais, ouais, voilà, Caravan, donc bah, personne s'attendait à ce que ça prenne. La première année, on fait 2 finales. C'est finale de top 14 contre Toulouse et finale de challenge européen contre Biarritz. On perd les 2 finales. Donc voilà, je pense ils nous ont pris un peu au sérieux et l'année suivante, ben, on gagne la 1re des 3 étoiles et on perd en finale encore contre Castres cette fois-ci et donc voilà et après je pense que tu peux avoir, certes on y avait, c'était un ensemble de grands joueurs, de très grands joueurs, mais la personne qui a analysé tout ça, c'est Bernard Laporte. Je pense qu'au final, quand on regarde bien, la meilleure recrue, ça a été lui parce que mmh.
c'est lui qui a fait en sorte que ça explose pas. Parce que quand tu vois des joueurs comme ça, tu peux te dire, à tout moment, avec les égos des uns et des autres, ça peut exploser, et on n'a jamais eu ce problème-là parce que Bernard, il savait manager, ce type de joueurs et de groupe. C'est comme si c'était, voilà, il était fait pour entraîner cette génération de joueurs, et après nous, c'est vrai que ça nous agaçait qu'on nous traite de mercenaires ou autre parce que, bah, dans n'importe quel autre club de rugby, j'ai jamais vu personne jouer gratuitement. Donc bon, dans ces cas-là, on est tous des mercenaires. Heu, mais c'est vrai que C'est exactement le même débat, hein, des préjugés, des trucs, des machins, voilà, j'ai fait un épisode de podcast avec, Fabien Camin qui est l'entraîneur du Monaco Rugby 7. Alors je peux te dire qu'eux aussi ils entraînent un paquet de préjugés et tout et le mec il t'explique qu'ils font des trucs de cohésion, qu'ils ont carrément chialé autour de feux de camp parce qu'ils se racontaient leur histoire perso entre un Sudaf, un Néo-Z, un ouais. Sarmo, un truc, un machin. Bah, nous, ça Et a oui. été ça. Je veux dire, nous, on avait des joueurs qui arrivaient d'horizons différents, et en fait, on a tout mis de côté les égos des uns et des autres. Il y en a, ils étaient, champions du monde, champions, qui avaient gagné le Super Rugby, champion d'Angleterre, hein, et qui avaient déjà tout gagné individuellement et Mmh. collectivement. Et en fait, bah, c'était simple. Bernard le disait bien. Il disait: «Voilà les gars, c'est vous qui allez écrire, ou pas, l'histoire, c'est à savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez juste qu'on dise: «Ah bah tiens, de telle année à telle année, il y a tel joueur qui a joué à Toulon», ou est-ce que vous voulez marquer l'histoire? Vous avez la possibilité de marquer l'histoire dans un des, heu, dans un des plus beaux et des plus grands clubs de France, avec une ferveur, avec des supporters incroyables. Si vous voulez être, comment dire? Vous ne voulez pas qu'on vous oublie, vous avez juste à gagner. Donc forcément, ça nous a motivés. Le fait aussi de faire les 2 premières finales, de les perdre, on s'est dit: «Mais plus jamais on veut revivre ça». Et ce qui nous a emmenés, après sur le doublé, top 14, coupe d'Europe, et après sur le triplé, de la coupe d'Europe. Ouais, complètement On voulait marquer notre histoire, et surtout notre génération. ouais, complètement. Puis tu sais, tu des trucs genre, le 1er titre en coupe d'Europe, c'est contre l'ASM. Il y a genre, 15-3 à la 55e, à la 60e Ouais, et vous allez le chercher 16-15, tu vois? Ça, je trouve que ouais, ouais, ouais. c'est des réactions de groupe, tu vois? C'est pas des choses de Bah, c'est là que je me suis rendu compte que je faisais partie d'un groupe exceptionnel, parce que moi, c'était ma prom non, bah, allez, c'était ma deuxième année à Toulon, et j'avais jamais joué vraiment de finale. J'en avais joué une avec le Stade Français, et c'est là, je me suis dit, en fait, entre guillemets, «c'est là où je suis devenu un homme», dans le sens où, on prend 2 essais coup sur coup quand on rentre en deuxième mi-temps, mmh, et pour moi, je suis sous les poteaux, et je me dis: «Mais non, en fait, c'est fini, quoi». c'est terminé, hein. C'est terminé, c'était Clermont, c'était le grand Clermont, Brock James qui enquille derrière. ouais, 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 c'était vraiment solide, quoi. Et en fait, je vois les mecs, dans l'en-but, Juan Lobé, Bakiz, Johnny, pas paniquer, les gars, parlez calmement, on remet la marche avant, on va faire ça, ça et ça et ça, et on va gagner. Et en fait, quand tu vois que voilà, tu as ces mecs-là à côté de toi, beh, moi qui étais anxieux, tu as juste à te dire: «Bah, écoute, concentre-toi sur ce que tu as à faire, et le reste, ça viendra», et c'est ce qui s'est passé sur cette finale, voilà. Ouais, complètement. Tu vois, même après, tu me parlais du doublé. Vous faites finale top 14 contre le CO et vous perdez et l'année d'après, vous refaites finale top 14 contre le CO et là, vous gagnez. Tu vois, moi, Ouais. j'ai cette image de Johnny Wilkinson qui, à la défaite de la première finale, tu sais, qui est genre les bras croisés dans le vide et tout là et qui va la chercher l'année d'après, tu vois? Ça, c'est des images aussi pareilles. Ouais, c'est dur. Cette finale, elle a été dure. Après, Castres, ils avaient fait une super saison. Mmh. Ils avaient des super joueurs, Cocotte, Thalès, enfin voilà, une super équipe.
Mais en 2014, c'était pas possible. Ça pouvait pas nous échapper. C'était pas ouais, je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait que non, cette année, ce serait impossible. Incroyable, incroyable et et tu vois, tu as ce côté, parce qu'après le pire, c'est qu'après Johnny Wilkinson, il part et vous la gagnez quand même une troisième fois cette coupe d'Europe, tu vois? Donc Ouais, c'était pas tout le monde a ouais, focalisé ouais, tellement son attention sur Johnny Wilkinson qu'on en a oublié qu'en fait, c'était vraiment pas que Johnny Wilkinson et la preuve l'année d'après, c'est Alf Penny du coup qui est buteur et tu as Drew Mitchell, je crois que c'est toi aussi qui marque, non, en finale, ouais, 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 je marque aussi, ouais. contre l'ASM de nouveau et Ouais, et et c'était contre l'ASM, ouais. vous allez la chercher sans Wilco, quoi. Ouais, 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 oui, parce qu'en fait, après bah, c'est un peu comme maintenant Dupont à Toulouse et avec l'équipe de France. On sait très bien qu'il y a des très grands joueurs autour de lui, mais c'est un catalyseur. Mmh. Johnny, c'était notre étoile. Il prenait la lumière et c'était pas plus mal. Il prenait la lumière, il savait la gérer et nous, on se concentrait sur ce qu'on avait à faire on était des soldats, quoi. Ouais. On était des soldats et surtout en 2014, on voulait qu'ils partent, par la grande porte. Donc ouais, c'était exceptionnel et en 2015, bah, on voulait encore un peu plus marquer l'histoire avec la possibilité de faire le triplé et surtout, bah, bon, même si, le top 14, c'était un rêve de gosse, on a appris à aimer cette compétition qui est la Champions Mmh. Cup. Donc forcément, on voulait pas rendre le trophée, si facilement. Ouais, complètement. Ça, c'est marrant, genre, franchement, quand même, Johnny Wilkinson, c'est tu vois, encore un mec qui a appris à ses dépens que trop de lumière aussi, c'était compliqué, tu vois? Et tu pareil, moi, c'est mon rêve absolu quand j'ai créé ce podcast, tu sais, tu as toujours des petits objectifs comme ça. C'est un rêve absolu de l'avoir sur le podcast, là. Je prends un avion, je vais en Angleterre, on le fait en anglais, je m'en fous, mais pas pour son tir au but, tu vois? Pour voir, ces 4-5 années de galère où il se blesse 22 fois là, et il revient de là et c'est ça, en fait, toi, qui m'intéresse. Comment il va Mmh. se chercher ça? Et tu parlais, il prenait toute la lumière, putain, fallait le gérer quand même, hein. C'est ça, c'est vraiment, Ouais, 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 ouais. Après, je pense pas que c'était facile tous les jours pour lui, mais ah non, en tout cas, il avait les épaules. Il avait les épaules pour. Il avait les épaules pour il est ce qui moi m'impressionnait, c'est qu'il était toujours au service du collectif, toujours au service de chacun, de ça peut ouais, enfin, c'est de n'importe qui, quoi. En fait, il se mettait au service de tout le monde. Moi, j'étais jeune, il restait avec moi après les entraînements pour, bosser un peu la technique individuelle, alors que lui, il devait taper, 1 heure et demie ouais, après et rentrer plus tard à la maison et ça le dérangeait pas. Heu, Tu vois, Johnny, c'était ça, en fait, tu vois? incroyable. Et là, tu vois, c'est il y a Et quand tu comme ça, tu fais tout, tu veux te viander pour lui. c'est clair, c'est clair. Et là, c'est quand il y a pas de caméra, c'est quand il y a rien, tu vois? Et c'est ça qui compte. Ouais, oui, Hem, oui, c'est ça qui est bien sûr. Et je lisais encore, on n'a pas fait, on en rigolait la dernière fois, on disait, s'ils avaient fait, comme ils ont pu faire, pour le Stade Toulousain ou, les yeux dans les bleus, à cette période-là, je pense que ça aurait pu être très intéressant parce qu'il y a plein de choses, tout n'a pas été rose, dans notre quête de victoire. Tout n'a pas été rose, ça a été des fois très, très compliqué, ça a failli péter, mais on s'est toujours tous, soutenus et a fait ce qu'on a pu réaliser, ce qu'on a réalisé, quoi. ouais, ouais, tu vois, c'est marrant, tu m'as devancé, ça va être ma question, il y a Guillaume, Herbert qui m'a envoyé son livre, du triplé historique là, dans lequel tu fais la préface et justement ça m'avait étonné, tu me disais: «Ouais, c'était pas rose du tout ces 3 années, c'était même pénible, on a vraiment dû aller se les chercher» et tu vois, c'est marrant Oui, que parce que, derrière ce gros titre, bah, déjà, ouais, ça, parce qu'on était déjà, on était l'équipe à battre. On était l'équipe à battre, donc heu, donc ouais, chaque déplacement, tu sentais l'hostilité qu'il pouvait y avoir, autour de nous. On sentait qu'on dérangeait. On sentait qu'on dérangeait, que ce soit, bah, au niveau des instances, le PCR ou la LNR, on dérangeait parce que
Ben, parce qu'on avait un président qui dérangeait, qui avait une personnalité, qui disait, tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas et surtout on gagnait. On gagnait et donc tout le monde attendait notre chute à chaque fois donc on sent on savait que personne n'allait nous faire de cadeaux et que, on pouvait compter que sur nous, quoi. Ouais, complètement. Si on avance un peu parce que sinon je vais te prendre 8 heures de ton temps. Les les années qui suivent quand même après ce triplé, tout le monde croit que tout le monde ça s'arrête là, mais en fait, 2015-2016 c'est finale de top 14, on perdu face au Racing. Je crois que Ouais, c'est au Camp Nou, non? C'est le coup ouais, ouais, c'est ça, on hein, perd, on perd, mais oui, c'est quand bien sûr, 2015-2016 au Camp Nou, on quand perd Max face au Machno, il se prend le Racing, carton rouge là, bien sûr. voilà. 2016-2017, on perd, Clermont, Finale encore, ouais. finale et c'est après que là, ça a été un peu plus difficile, Ouais, c'est ça. Mais cette mais fois. mais quand même les gens se rendent pas compte que ça a duré 7 ans où il y a pas une année où le RCT a pas fait de finale, que ce soit de coupe d'Europe ou de top 14. De 2011 à ou 2012 à là. 2011, ouais, 2012 à 2000, 2011-2018, un truc comme ça? 2000, ouais, 18, ouais, Enfin, 2018, ouais. monstrueux, et c'est pas juste le triplé Toulon, c'est Mmh, 7 ans de finales consécutives, et après en effet, c'est là où par contre il y a un vrai ralentissement. 2018-2019, vous êtes éliminé en poule, en coupe d'Europe, vous êtes pas dans les 6. C'est là en même temps où il y a le changement de cap, où ça passe de Mourad à Bernard Lemaître. ouais, ouais, Mmh. il y a ça, il y a, bah, les joueurs, on a perdu beaucoup de joueurs qui ont pas forcément été remplacés. Il y a eu un changement de, comment dire? Un changement de, ouais, de politique, changement de politique où, je pense, Bernard, le club a voulu, ils ont voulu vraiment se démarquer de la politique de Mourad qui était de recruter des stars et donc du coup, c'était plus sur la formation avec l'éclosion de la génération, Jean-Baptiste Gros, Louis Carbonel, et etc. Bah, sauf que, bah, Ça prend plus de temps. prend plus de temps et tu sais, quand tu es habitué, bah, tout le monde à être en finale, en phase finale et à jouer des finales et à gagner, pendant X années et que, bah, là, tu un peu dans le dur. Forcément, ça a généré beaucoup d'impatience auprès de nos supporters, mais nos adversaires étaient aussi contents. Donc c'était, ouais, c'était une période, un peu difficile, ouais. Ouais, complètement. Puis je pense qu'on se rend pas compte, c'est des mots que tu balances comme ça un peu, la culture club, l'ADN d'un club, et ben quand même, je pense que ça a un impact énorme, on se rend pas compte, et quand tu passes d'un Mourad Boujela à un Bernard Lemaître, peu importe, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort, mais c'est juste que tu changes tellement de style, tellement d'ADN, tellement de Oui, culture oui, que bien sûr. ça prend du temps, hein. C'était un changement, il y a eu ça, il y a eu des changements d'entraîneur, il y avait pas forcément beaucoup de stabilité, Mmh. on a fait une bah, l'année où on perd, contre Clermont en finale 2017. Je crois on fait quatre coachs, 3 ou 4 coachs. Donc il fallait de la stabilité et un certain équilibre qu'on a retrouvé, bien plus tard par la suite, ouais. Ouais. À côté de ça, en parallèle de toutes ces années à Toulon, il y a l'équipe de France, et alors les grosses années du RCT, là, tu es titulaire avec Wesley, il me semble, Fofana, Mmh, en ouais. période de centre, là, sur les 6 nations 2013-2014. Tu arrives, même à la coupe du monde. C'est la coupe du monde 2015, là, quand c'est la Mmh, fessée face aux Blacks, elle est compliquée, cette coupe du monde. Et après, en fait, je trouvais que c'était un peu sinusoïdal, c'est-à-dire que tu avais, tu passé quand même par tous les sélectionneurs, que ce soit, Philippe Saint-André, Guy Novès, Brunel, tu as même été des fois capitaine. Mais en fait, c'est comme si c'était jamais vraiment, c'est-à-dire que si l'équipe de France, elle tournait pas, s'il y en avait un peu qu'on devait qu'on devait sortir pour changer de style, c'était toi. Par contre, si elle allait pas bien et qu'il fallait chercher quelqu'un pour, remettre un nouveau truc, c'était souvent toi aussi. ouais, Enfin, ouais, c'est ouais, mon ouais, c'est mon c'était, c'est mon impression, je sais pas, dis-moi? ouais, c'était, bah, en fait, après la coupe du monde, en fait, Dino West me fait comprendre que je suis pas dans ses plans. Donc je crois que c'est un an et demi, je crois, 1 an et demi, 2 ans en sélection, 2 ans même. Oui, parce que tu reviens pour En le fait, 6 nations 2017. voilà, en fait, je me rappelle, pour le 6 nations, puis je me rappelle pour la tournée de novembre et là, il décide de me faire confiance
et après, cette fameuse tournée de novembre, je crois, ils sont débarqués et c'est là où Jacques Brunel Mmh. arrive et je fais, 2 mes 2 derniers tournois en 2018 et 2019, avec lui et ça se termine sur une non sélection, pour la coupe du monde de 2019, hein. Elle fait mal celle-ci? Oui, elle a fait extrêmement mal parce que, en fait, la semaine de l'annonce, c'est là où j'ai compris que je ferais pas la coupe du monde. Je l'ai compris parce que j'avais un pressentiment et heu et hem un peu j'ai trouvé ça, un peu injuste et un peu d'incompréhension sur la manière. Tu me prends pas parce que, pour X raisons, OK. Mais je pensais à ce moment-là, que pu j'aurais dû, mériter une conversation. Au moins que tu me dises les choses. Bien sûr. Pas, que tu me dises rien et que quand on te pose la question en conférence de presse, dis: «Oui, non, mais c'est un joueur comme les autres», si je devais appeler tous les mecs que j'ai pas pris, «Ouais, mais tu dis ça, très bien, mais j'étais ton capitaine en tournée, j'étais Mmh. ton vice-capitaine, je faisais partie du groupe de leaders qui essayaient de faire en sorte que ça tourne, parce que c'était pas forcément une période compliquée, on n'avait pas les résultats, escomptés, donc ouais, je l'ai très mal pris, ouais. Bien sûr. Je l'ai très, très mal pris. J'ai pris ça un peu, voilà, dans un sens, l'impression qu'on m'a utilisé quand, justement quand ça allait pas, quand ça allait pas et quand il fallait aussi aller, dans la presse pour, s'expliquer. Je me suis jamais caché, je me suis beaucoup exposé, je me suis beaucoup investi pour ce staff et pour ce groupe et au final, ne pas avoir de ne serait-ce une explication, ouais, ça m'a fait mal. Après que je la fasse pas, très honnêtement, c'était pas ma meilleure saison. Il y avait des joueurs qui avaient fait, une super saison comme, je pense à Sofiane Guitoune, donc pour moi, c'est pas non plus un Oui, scandale que techniquement parlant, je ne l'ai pas fait. Moi, c'est plus la la façon. gestion humaine, qui m'a blessé et qui m'a pas plu. Puis a priori, tu sélectionnes, 60, 70, 80 joueurs sur ton mandat, je pense que tu peux passer un coup de téléphone à 30 personnes, qui sont pas sélectionnées pour la coupe du monde, a priori. Oui, oui, non mais oui et même, je veux dire la je pensais qu'on avait une relation. C'est-à-dire que quand tu es, vice-capitaine, je pense que tu passes tu peux au moins lui passer un coup de téléphone, je sais pas. Mais apparemment non et mais bon, c'est comme ça maintenant, on va dire que je l'ai digéré. Ça aussi, j'ai mis du temps à le Ouais. digérer et je l'ai digéré et Tu leur parlais à Jacques? heu, non, 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 non. Non, 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 on n'a pas eu l'occasion de se croiser et je pense que, heu, mmh, j'en ai pas envie, en fait. J'en ai pas envie, que ce soit lui ou d'autres personnes qui faisaient partie du staff, je suis quelqu'un de je dirais pas, en fait, quand tu me fais du mal, moi, c'est très compliqué après de C'est ce que tu disais avant, tu accordes rarement ta confiance. Par contre, voilà, quand tu l'accordes, c'est à 100 quoi. exactement, donc à partir de ce moment-là, moi, c'est fini, donc voilà. OK, très clair. En 2011, tu rates la coupe du monde et tu en profites pour partir à Toulon, changer un peu de cap. Là, en Mmh. 2019, tu rates la coupe du monde et du coup, tu en profites pour partir au Loup,
Alors juste en joker, le temps de la coupe du monde justement et puis après à Ouais, New York, c'était une et envie aussi de changer ou c'était juste, non, mais en fait, c'est je pense que c'est l'impact de ma non-sélection qui m'a un peu, ça m'a chamboulé, ça m'a retourné le cerveau parce que j'avais la possibilité de rester à Toulon, mais en fait, je me sentais, je sais pas comme en fait, j'étais honteux de pas faire la coupe du monde, donc en fait, je voulais me cacher, quoi. Je voulais me cacher, je voulais, changer d'air, non pas parce que j'en avais spécialement besoin, parce que je me sentais très bien à Toulon, mais je voulais changer d'air parce que, je être voulais, ouais, je loin de voulais tout ça? me cacher, quoi. Voilà, je voulais me cacher et donc j'ai la possibilité de partir et donc je fais, 3 mois, 3-4 mois avec le Loup avant de partir à New York. C'était déjà Pierre à Oulu? Oui, ouais, ouais, Donc ouais. c'est Pierre Mignoni qui te dit: «Tiens viens faire une parenthèse joker là»? Ouais, voilà, qui a su que, bah, que je voulais partir, elle m'a dit: «Écoute, viens» et en fait, c'était, enfin sa proposition, c'était, voilà, il voulait, c'était pas juste: «Viens en joker, coupe du monde», il voulait que ça s'inscrive sur le long terme et moi je voulais aussi, une certaine sécurité, vis-à-vis de ma famille. Donc ça s'est bien goupillé, on se connaît par cœur et Lyon était un club qui montait, qui avait une belle évolution et j'étais, je connais, la façon, bah, de travailler, la manière de Pierre qu'il a de travailler et je trouvais qu'à l'époque le club était vraiment très, très, très sain. Dégageait une belle image, elle était saine et je pense, c'est ce dont j'avais besoin et donc c'est pour ça que je me suis engagé, là-bas et entre-temps on est, allé aux États-Unis, hein. OK, ça marche. Malheureusement aux États-Unis, bah, c'était la période Covid donc pas de chance. Hem, Après tu reviens au Loup, on va accélérer un peu. La Du coup le Loup, tu restes au Loup jusque 2022, quasiment 2 ans, mais Ouais, je fais 2 ans et quasiment 2 ans de saison blanche parce que je me j'avais blesse gravement au genou donc aux 2, bah, là au aussi, genou? 2 ouais, 2 donc du coup, bah, compliqué parce que, bah, l'impression, ouais, j'ai perdu, 2 ans de ma carrière et surtout, bah, compliqué parce que, bah, moi je voulais, ma place pour moi était sur le terrain donc là, bah, et là encore on parle à ma place, on parle déjà d'arrêt de carrière, le nouveau retraité et tout donc c'était, là aussi il fallait digérer, il fallait et surtout, que je sache, ce que je voulais faire. Ouais, puis là, tu es Heu, là, tu te dis: «Putain 2019, il m'en met une, 2020, putain Covid quand je fais mon projet, là je me répète les 2 genoux, j'en prends pour presque un an». Putain ça fait beaucoup quoi. ouais, 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 surtout que moi en plus, j'avais jamais eu à l'époque de graves blessures donc pour moi, c'était quelque chose de nouveau quoi. Tes 1res blessures, tu les fais à l'âge de 32-33, tu sais que c'est bientôt la fin, tu dis: «C'est compliqué», et voilà mais là, au-delà de ça, je savais même pas si j'allais pouvoir remarcher normalement, quoi. ouais. Donc Alors moi après je le moi je suis kiné, ça tu vois? devient secondaire, quoi. Moi je suis kiné, j'ai bossé un peu au stade, j'ai bossé en Ouais. Nouvelle-Zélande et aux Fidji. J'ai jamais vu ça. Une double rupture du tendon rotulien en plus, enfin double sur le tendon rotulien avec l'aileron rotulien en plus, j'ai un peu regardé. Enfin j'ai jamais vu ça. Ouais, 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 il y a que Tony Parker qui a fait ça. Son nom Ah il y a ouais? que Tony Parker, ouais, 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 Tony Parker qui avait fait ça. Mais ouais, non, mais moi j'avais des tendinites chroniques, au tournant du quadriceps et donc j'avais fait des micro-fissures. Ah ouais. J'avais plein de fissures. Tu avais fait Heu des infiltrations, des trucs comme ça? exactement, Ouais, bah, voilà, oui. voilà et en fait, j'ai fait les infiltrations Mmh. et en fait, ça a bouffé mes tendons, quoi. Eh oui. Ça les a bouffés et voilà et après rapport, poids, vitesse, puissance, ça a fait que quand je me lance
ça a explosé, quoi. Tu rajoutes là-dessus un covid où tu fais pas grand-chose parce que tu es bloqué dans l'appartement pendant quelques Exactement, mois et ouais, ouais, et tout ça qui a fait que, ouais, bah, mes tendons, c'est voilà, quand on regarde le compte rendu opératoire, il dit voilà, mes tendons, ils étaient nécrosés, quoi. C'est-à-dire qu'ils ouais, étaient pas en bon état, quoi. Donc ouais, à partir de là, ouais, ça aurait pu arriver à n'importe quel moment, en fait. ouais, oui, à force de jouer avec le feu et de mettre les infiltrations pour Exactement, jouer le match, bah, à terme, voilà, exact, toujours est-il que Pierre, il part au RCT, il part à Toulon, il te tend la main encore pour te dire: «Allez viens avec nous». Je crois que quand tu y vas, tu as pas ouais, vraiment de contrat, hein, de base. Tu dis: «C'est va faire ta non, rééduque non, et on non, voit». non, 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 en fait, je crois que c'est il y a plus au début, franchement, il a plus cru lui que moi que je puisse revenir. Et ça, en fait, en regardant, je crois que c'était une finale, de Champions Cup, que je me suis dit: «Non, mais j'en ai encore sous la pédale», et là, je me suis dit: «Bah, je vais tout faire tout mettre je vais tout mettre de mon côté pour pouvoir réussir, sur le plan de vue, entraînement, diététique, tout ça». J'ai tout repris à zéro. J'ai dit: «Voilà, il me reste, peut-être une cartouche, et il faut que ça se passe bien». Et c'est là où il me tend la main, en fait. Au début, non, j'ai pas de contrat, et il me laisse, profiter des installations, et bah, des coachs, kinés, et cetera, en fait, quand j'ai le feu vert, comme quoi, bah, tout est bon, je me dis: «Bon, bah, voilà», donc on signe, le match était, moi j'ai repris, c'était un dimanche soir, et je crois on signe le mardi, et je me dis: «Bon, bah, c'est bon». Ça, Heu, c'est une mission d'intérim ça, c'est pas ouais, voilà, et tu titulaire ce week-end, et j'ai failli ne pas jouer d'ailleurs. J'ai failli ne pas jouer parce que je me suis luxé, le doigt la veille du match, ah non, luxation ouverte, et mais j'ai dit: «Il est hors de question que je ne joue pas». c'est mort. Donc à l'hôpital, toute la journée, pour remettre, ils m'ont remis le doigt en place. Je me suis fait recoudre. Ah. Le lendemain, je suis sorti de l'hôpital, j'ai dit: «Je joue». Le lendemain, un bandage et un Doliprane, et on serre les dents, j'ai pu jouer, mais il est hors de question que je ne joue pas. Mais surtout que tu fais, j'ai plus les stats, hein, j'ai vu hier, j'ai pas retenu, une quinzaine de matchs sur la fin de la saison là, 2022-2023, Ouais, tu marques, tu es en 8, enfin c'est même intéressant quoi. ouais, Personne ouais, t'attendait là ouais, 3 ouais. ans plus tard quoi. Non, personne, non, personne. À partir du moment où je te dis, le médecin ne savait même pas comment, si j'allais pas devoir, marcher avec une canne, et si j'allais pouvoir retrouver, toutes mes capacités. Pour moi, c'était que du bonus, en fait. C'était que du bonus, et donc du coup, plus la chance et la possibilité de finir, sur un titre aussi, le seul qui me manquait avec Toulon, donc c'était Tu parles énorme, de la quoi. Challenge Cup là? Ouais, Mmh. ouais, ouais, donc c'était énorme, quoi. C'était énorme, et après, bah, j'ai vu que physiquement, tous les efforts que ça me demandait pour, ne serait-ce être au niveau, je savais que je pourrais pas le faire longtemps. Donc quand tu m'as dit: «Écoute, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine?» Bah, je me suis posé, je me suis dit: «Voilà, si je suis égoïste, c'est je continue et je fais encore une année, Mmh. mais si je suis honnête avec moi-même, c'est le moment de raccrocher les crampons». Ouais et puis du coup avec cette belle proposition pour faire la transition aussi quoi. Oui, 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 la proposition de rester dans le staff. Alors, comme tu disais au début, c'est le poste, c'est un peu flou, et donc moi,
C'était flou pour toi aussi quand tu as commencé? Bah, ouais, non, en fait, chaque team manager est différent Ouais. et ça dépend des missions qu'il a, quoi. C'est en fait, c'est vraiment toi qui crée ton poste. C'est C'est je te toi dis, qui crée ton poste c'est et pour ça que je te demandais qui parce que tu as des team ouais, managers, ils sont juste là pour, ramener l'eau, les trucs, les machins, vraiment purement aider les ouais, mecs, quoi. Tu as des mecs qui font heu, que de l'administratif, ça et c exact, ouais et en fait, c'est toi vraiment qui te définis, ton poste comme il a envie d'être. Donc moi, j'ai parlé à Pierre, j'ai dit: «Écoute, laisse-moi une semaine, 2 semaines». J'ai regardé un peu autour de moi, dans ce qui se pouvait dans les autres sports, comment était vu un team manager? Qu'est-ce qu'il pouvait apporter au-delà de ses missions? Et c'est comme ça, j'ai dit: «Bah, écoute, moi j'ai une vision du poste, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, moi je veux bosser comme ça, faire ça et est-ce que tu es OK?» «OK», bon, bah, voilà et c'est comme ça que ça s'est fait. magnifique, magnifique. On va vite fait parler de la saison actuelle quand même du RCT. Je trouve qu'il y a quand même eu un truc où à un moment donné, il y avait je sais pas si je peux dire ça, mais deux capitaines dans le bateau avec Franck Azema et Pierre Mignoni et je trouvais qu'en plus avec des tels caractères, des telles visions aussi du rugby, ça marchait pas très bien et là maintenant qu'il y a Pierre Mignoni qui a pris le lead, tu as un seul capitaine du bateau, je trouve que c'est encore plus cohérent, tu vois? C'est ça pour pas pour dire que ça marchait pas avant, mais je trouve que là, ça a encore augmenté, tu vois, le Non, mais en fait, quand il y avait Pierre et Franck, pour nous, c'était clair, en fait. C'était clair, ils se répartissaient les tâches, c'était très clair. Mais c'était, je pense, on était encore dans une période de transition avec, bah, des joueurs, sur qui étaient là, mais que, bah, les coachs ne comptaient pas forcément dessus. Donc il fallait, recréer quelque chose, quoi. Recréer quelque chose. Pierre est arrivé, Franck était là, 6 mois avant, donc il avait, débuté quelque chose, donc il fallait mmh, repartir à zéro. Et c'était compliqué. Après forcément, bah, Franck a décidé de rejoindre, l'USAP. Pierre était seul aux manettes et donc là forcément il a imposé sa façon de ce que représente le RCT pour lui, parce que c'est un Toulonnais. Il a le RCT dans le sang c'est comme quand je pense un Marseillais au football, quand tu es Marseillais, que tu reviens jouer à l'OM, rentrer entraîner à l'OM, tu as l'attente, des supporters, tu as l'attente de la famille, mmh, c'est différent. Tu vois? Je pense que c'est différent et après il faut aussi c'est une nouvelle génération de joueurs qu'on ne manage plus comme on pouvait manager, ma génération. oui, ça c'est Donc clair. il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a toute cette, transition qui s'est faite où là, on voit, même si, il y a encore énormément de boulot, il y aura toujours du boulot. On voit quand même que ça a porté ses fruits pour cette saison, quoi. Ah oui, Parce qu'on est très bien, on est 3e, on est assuré de faire au moins un barrage. oui, Il mais reste match, là, tu as remis quand même le RCT sur la carte des cadors en France. Attends, c'est quand même, ouais, je crois que vous êtes 3e depuis la 6e ou 7e journée de top 14, là, il y a une période pendant la coupe d'Europe, là, vous étiez en feu absolument, ouais, il y a exact. ce il y a peut-être ce quart de finale là qui fait mal quand même. Vous êtes passé si près qu'à le digérer, il est dur celui-là, hein. Ouais, ouais, je pense que ça a été peut-être un tournant de Ouais. notre saison parce qu'après, il y a eu quand même une petite Mmh. période un peu négative avec Vannes, Toulouse, Pau, où ça a été un peu compliqué. Au final, tu fais, une victoire sur les 4-5 derniers matchs. Donc un peu difficile. Oui, il a fait mal parce qu'en fait, tu te dis: tu es proche de battre, la référence, mais en même temps, quand tu regardes vraiment le match, tu es proche, mais tu es loin. Mmh. Toulouse, ils ont quand même 2 essais de refusés ou 2 ou 3 essais de refusés. Tu as Thomas Ramos qui, pour une fois, était pas dans un bon jour.
Tu as les conditions climatiques qui nivellent un peu le niveau? Voilà, les conditions climatiques, mais bon, tu regardes aussi le match, leurs avants nous ont dominés, du début à la fin. Donc en fait, tu es proche, mais tu étais loin quand même, Ouais, complètement. de cette équipe. Donc c'était difficile, je pense, de digérer parce qu'en fait, tu sais pas trop où te positionner. Mais bon, maintenant, on va dire, on a appris, on a appris. Voilà, pour une équipe, qui a pas forcément, cette génération qui est au club, qui a pas forcément l'expérience des phases finales. Heu, L'année dernière, on fait un quart de finale contre La Rochelle, alors je crois que ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas fait, un Mmh. quart de finale. Là, on cette saison, c'est bien, hein, on fait un quart de finale de Champions Cup. On va certainement faire un barrage, de Champions Cup, mais même si pour l'instant, c'est bien, mais ici, voilà, c'est l'adversité, c'est Toulon. C'est pas suffisant et il faut que les joueurs ils aient faim de victoire et de justement, comme tu dis, de remettre, Toulon tout en haut. Ouais, bien sûr. Il Est-ce faut qu'ils y pensent, là, jusqu'à la fin de saison, tous les jours, quoi. est-ce que tu crois pas que ça fait partie aussi du passage obligatoire? Exactement comme l'UBB l'année dernière s'en prend 50 en finale, contre le Stade et puis après, tu vois, ils grandissent de ça et l'année d'après, ils gagnent la Champions. Comme vous Oui, aviez perdu les finales top 14, avant tu vois? on n'a pas été invité en Champions Cup, là, 1re année l'année dernière, on se fait balayer, on fait, 4 matchs et 4 défaites. Là, on fait un quart de finale, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas fait les phases finales de top 14. Tu fais L'année les 2 dernière tableaux. et on fait, voilà, on fait, quart de finale à la maison. Là, cette saison, dans tous les cas, ce sera mieux que la saison dernière. Il faut il faut de la patience, mais dans le sport de haut niveau, dans le rugby pro, on donne pas le temps parce que, bah, forcément, tu surtout à Toulon, tu as un tel engouement, tu as toute cette pression, populaire que tu peux avoir, mais c'est comme ça. Je pense qu'on s'est aussi réconcilié avec nos supporters. Ça avait été Mmh. compliqué aussi la saison dernière. Là, ils voient des joueurs qui ont envie, Qui ont faim. un staff, qui ont faim et donc forcément, ils sont derrière nous, ouais. Ouais, bien sûr. Tu le ressens, hein. Tu le ressens qu'elle a un elle a un ADN cette équipe, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, avec un tel ADN et puis même tu tu vois, quand même là, tu as j'en sais rien moi, Esteban Abadi, Jules Coulon, Jules Danglo, Gaël Dréan, Marius Daumont, Oliver Cowy qu'on pourrait même citer, tu vois? Tout ça, c'est des ça pousse, c'est intéressant, ça forme, c'est tu vois, Ouais, l'avenir, il est intéressant là. c'est clair. Franchement, c'est bien. Bon, en tout cas, il reste plus qu'à taper l'UBB puis l'Aviron là pour, bien se mettre en jambe Ouais, pour les ouais, ouais, pour ouais, les voilà, barrages. il faut reprendre confiance là, ben, quoi de mieux que de jouer le champion d'Europe, en titre, ça va être un match difficile. Et bon, de toute façon maintenant, il y aura que des matchs compliqués, hein, Oui, donc vous allez faire redescendre sur faut terre, rester, focus. vous allez faire redescendre sur terre gentiment. Oui, 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 bah, après voilà, je veux dire, là ils sont sur le toit de l'Europe, il y a juste à les applaudir il y a juste à les applaudir et leur tirer Ouais, notre c'est ça, chapeau avec beaucoup d'humilité et heu et voilà, on va essayer de faire un gros match contre eux, dimanche. complètement. Merci, Mathieu. Je finis par 2 questions. La je c'est ton père qui est d'origine guadeloupéenne, c'est ça? Oui, mes 2 parents. Est-ce que Ouais. tes 2 parents, c'est important pour toi la Guadeloupe ou vu que tu y as pas grandi, pas plus que ça? Alors moi, je suis né en métropole, j'ai grandi en métropole, mais par contre la Guadeloupe, j'y allais, quasiment tous les étés et non, pour moi, c'est très, très, très important, même si, j'y ai pas grandi, ça fait quelques années que j'ai décidé un peu de me reconnecter un peu, Mmh. avec la Guadeloupe, mes origines, Mmh. là où mes parents, bah, ont grandi et ont été élevés. Donc pour moi, c'est très important. Là, ça fait,
enfin, tous les ans maintenant, ça on va sur la troisième année, j'organise, la mêlée des Caraïbes où on fait des masterclass avec les enfants, Génial. là-bas. J'emmène des 2-3 anciens avec moi, 2-3 copains et on essaye de, mettre un peu de lumière sur le rugby guadeloupéen et c'est intéressant parce que la Guadeloupe commence à vraiment s'y mettre parce que en Guadeloupe, c'est le football et c'est le vélo. Bien Voilà, sûr. c'est football et vélo, mais il commence à y avoir de plus en plus de clubs et de licenciés, surtout de clubs de top 14 qui viennent, faire des partenariats avec les clubs en Guadeloupe. Il y a le Stade Toulousain, le Stade Français qui ont déjà fait des partenariats, là-bas. Donc heu, donc oui, oui, pour moi, c'est très important. J'ai cru lire que William Gallas, c'était ton cousin, c'est vrai ça? Oui, ouais, ouais, oui, oui, mon cousin germain, nos 2 mères Ah sont oui, sœurs. cousin germain, oui d'accord, oui, c'est vraiment cousin, c'est pas Ouais, un petit cousin alors, éloigné de non, 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 nos 2 mères sont sœurs et vous je êtes en sais que, contact? oui, 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 on est en contact, ouais, on est en contact et je sais que, en cousin éloigné, j'ai on a des frères, pieds Bien sûr, voilà, énorme. cousin éloigné. Tu Je crois lui que leur père ou leur grand-mère est la cousine de mon grand-père ou quelque chose d'accord comme ça. et du coup William, ton cousin, lui aussi grand champion, champion du monde aussi, tu as échangé pas mal pendant ta carrière avec lui? Vous êtes un peu Oui. Oui, 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 il m'a donné pas mal de conseils, surtout au début, heu, surtout voilà comment gérer, les changements que tu peux avoir dans ta carrière. Tu as ton changement de notoriété, ton changement de statut bien sûr, et tu as un autre statut et voilà d'éviter certains petits pièges, sur lesquels tu peux tomber facilement. Après, oui, 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 il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, ouais. trop bien et un dernier point que je voulais évoquer, c'est la famille. Je crois que c'est assez important pour toi. Heu, à quel point et est-ce que maintenant c'est là-dessus que tu te concentres réellement? En plus bien sûr de ton job au RCT? Ça a quelle Oui, la importance pour famille, toi? ouais, c'est très, très, très important pour moi. Je pense que pour moi, c'est mon repère, quoi. C'est mon repère, ça guider. C'est ce qui m'a toujours guidé. Tout ce que j'ai pu, heu, accomplir, durant ma carrière, c'est, ça. Donc ouais, pour moi, c'est très important. Quand je me suis blessé, les 2 genoux, j'aurais très bien pu arrêter ma carrière, sur ça. Heu, j'avais, plus rien à prouver, quoi. J'avais plus rien à prouver, j'avais fait, une très belle carrière en équipe de France, une belle carrière en club, mais heu, mais ce qui m'a motivé, c'est mes enfants. Je voulais absolument qu'ils voient leur papa sur un terrain de rugby, là où il est le plus heureux et voilà, pour moi, c'était important. Mon fils, la seule fois où il était venu me voir jouer, c'est quand je me suis blessé, donc pour lui, ça avait été aussi un petit traumatisme. Et donc ça a été mon principal moteur pour revenir et pour faire cette dernière année à Toulon. Ouais et puis tu parles des valeurs que tu peux transmettre à tes enfants, quel exemple de résilience que tu lui dis, sur tes enfants, Oui, tu vois? oui, voilà, ouais, ça et non, non, c'est très important, moi je suis, heu, enfin, ils ont toujours été derrière moi dans les bons et dans les mauvais moments. Ils m'ont jamais lâché, ils ont toujours été derrière moi, mes parents, mes frères, heu mes sœurs, donc ouais, ça, c'est pour moi, la famille, c'est ce qui est pour moi, c'est la chose la plus importante, au monde, quoi. Ouais, Tu t'en sers un peu entre guillemets comme tu veux, comme moteur, comme motivation, comme, et moi c'était, ouais, moi c'était ouais, complètement.
Complètement. Qui est-ce que tu aimerais voir? J'ai toujours une question pour clôturer le podcast. Qui est-ce que tu aimerais voir ici sur le podcast? Quelqu'un que tu connais bien et qui serait intéressant. C'est, Moi, j'avais posé cette question à Rabat, il m'avait cité toi. Donc qui aimerais Guillaume Guirado. intéressant ça, Guillaume. Guillaume, voilà. Ouais, Intéressant. Pourquoi? ouais. Parce que avec Rabat, quand on était un peu c'était un peu dur l'équipe de France, on s'est toujours, soutenu et Rabat, ouais, Guillaume, voilà, c'est comme un frère pour moi, c'est le parrain de mon fils, Ah oui, comme moi je suis le parrain du fils de Rabat. Donc on a des liens, très, très, très forts et Guillaume, il a pas eu un parcours, simple. Il a pas eu un parcours simple et gérer comme il a dû et pu gérer, cette période un peu compliquée de 4 ans en équipe de France, faut lui tirer son chapeau parce que, je sais parce que moi j'étais, proche de lui et il y a eu des moments où il a vraiment morflé et par contre il a jamais abandonné, il a jamais fait d'abandon de poste, voilà. ouais, complètement. Lui, il en a fait putain Mmh. des interviews d'après match compliquées, Exact, ouais. il en a ramassé, hein, franchement. Trop bien. Je te remercie vraiment Mathieu. J'ai vraiment, je t'assure, je te dis pas ça pour te faire plaisir, j'ai vraiment adoré cet échange et tu vois, j'ai quand j'ai créé Cool, ce podca franchement, quand j'ai créé ce podcast, tu vois, c'est pour partager ce genre d'histoire et pas juste dire: «Ah regarde, t'as gagné ça». C'est pour aller un peu plus loin derrière ça, tu vois? Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements et que ceux qui nous écoutent, ils vont en tirer beaucoup de choses donc je te remercie pour ton honnêteté. bah, avec plaisir, avec plaisir. Allez, au revoir tout le monde. On finit l'épisode en remerciant notre partenaire annuel SportEasy, l'application des clubs qui grandissent. Si vous voulez démarrer la prochaine saison sur de bonnes bases, c'est maintenant qu'il faut mettre ça en place. 12 000 clubs gagnent déjà du temps en l'utilisant et c'est pas un hasard. Rendez-vous sur sporteasy.net ou sur l'application en venant de la part de Rugby Physio. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, soutenez-nous en le partageant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Ça change tout pour nous. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux de Rugby Physio. C'était depuis le début. À très vite.